parler des points qui me paraissent les plus importants à envisager pour les années à venir dans le domaine de la recherche et de la connaissance sur les maladies infectieuses et la microbiologie. Premier point, le répertoire des microbes. Il y a les bactéries, les eucaryotes, les archées et les virus, dont les virus géants, parce que le monde entier des virus géants a été inconnu jusqu'au XXIe siècle, sa découverte au XXIe siècle. On estime qu'on connaît une espèce bactérienne, une espèce d'archée, par million d'espèces existantes avec nos critères actuels. Si on prend un critère basé sur les comparaisons de séquences, l'analyse de l'ARN ribosomale, on estime qu'on connaît à peu près 15 000 espèces bactériennes et qu'il y en a probablement un millier de milliards. Pareil pour les archées. Pour les eucaryotes, c'est un peu plus complexe. Ça dépend de la taille. Alors, dans ceux qui sont visibles, on en connaît en fonction de tout ce qui est visible entre un dixième et la moitié. C'est sûr que les vertébrés, la proportion de vertébrés qu'on connaît est plus importante que celle des insectes et bien plus importante que celle des eucaryotes microscopiques. Quant au virus, alors il y a une explosion du nombre de virus, on en connaît encore, la proportion de ce qu'on connaît des virus est probablement encore plus faible. Une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup plus de variabilité. L'autre raison, c'est que, je vous dis, ce monde des virus géants qui était inconnu, on en est maintenant à 7 familles entières de virus géants qui étaient totalement inconnus. Donc la proportion de notre ignorance, on arrive qu'on quantifie comme ça, est effroyablement importante. Donc on voit ça, on comprend ça. La deuxième chose, c'est la théorie du germe. Alors la théorie du germe, c'est ce qui nous nourrit depuis Pasteur, c'est-à-dire un microbe donne une maladie. Et maintenant, on se rend compte que les choses sont infiniment plus complexes. Bien sûr, il y a le germe, mais il y a ce qui est autour, d'une part, et ce qui est avec, d'une part l'hôte, et plus ça va, plus on se rend compte qu'il y a des toutes petites modifications génétiques qui vous rendent susceptibles ou non à une maladie. Par exemple, la tuberculose. Tout le monde là, il y a un papier qui est sorti. Les gens qui connaissent le mieux ce travail, c'est l'équipe de Jean-Laurent Cadorla. Eh bien, on montre que les gens qui font de tuberculose, le background génétique est un élément essentiel qui fait qu'on ne fait pas de tuberculose. Parfois, c'est un SNPs qui fait la différence. C'était des choses qu'on ne pouvait pas voir il y a encore 5 ans de ça. Il faut faire vraiment du séquençage à très très haut débit pour pouvoir noter ces différences-là. Mais tout le monde peut faire une infection herpétique, mais seulement une toute petite proportion des gens qui font une infection herpétique pourraient faire une méningoencéphalite herpétique. Et il y a déjà au moins 3 anomalies génétiques qui sont associées avec le fait de faire une méningoencéphalite herpétique. Donc on se rend compte que les toutes petites modifications génétiques font la susceptibilité très différente. Et deuxièmement, ce qu'on est en train de voir dans le tout début, c'est que l'environnement, en particulier l'environnement microbien, joue un rôle dans la susceptibilité aux infections. Alors, c'est vrai pour la grippe. On a été très étonnés de voir, quand on a fait l'étude des pèlerins qui venaient de la Mecque, de voir qu'en fonction des 2 études, on a trouvé 8%, on a trouvé 14% de porteurs asymptomatiques du virus de la grippe, complètement asymptomatiques. Il y a au moins un travail chinois, qui montre que la susceptibilité à la grippe est changée par la composition du microbiote respiratoire. Et c'est pas étonnant parce que vous savez que les antibiotiques, on est en train de découvrir que les antiviraux sont sécrétés par les microbes qui sont résidents. Et donc, bien entendu, les microbes qui sont résidents, ils essaient d'empêcher les aliens qui se battent contre eux comme nous on se bat contre eux. Donc c'est leur territoire. Les microbes qui sont chez nous, ils ont un territoire allemand. Et cet élément est un élément important. Alors c'est vrai pour la grippe, c'est vrai pour Clostridium difficile, on le sait, hein, puisque le traitement de Clostridium difficile le plus efficace, c'est pas de donner l'antibiotique, c'est de changer la flore. Changer la flore, vous guérissez les malades. On vient de trouver la même chose avec Bernard Lascola sur Clostridium butyricum, qui est la même chose que Clostridium difficile, sauf que c'est donc il faut, pour pouvoir être malade, il faut avoir Clostridium butyricum, mais il faut avoir un déséquilibre de flore et il faut avoir un terrain qui le permet. Comme Clostridium difficile, il faut avoir pris des antibiotiques, il faut avoir plus de 65 ans, il faut avoir Clostridium difficile toxique. C'est pas le microbe tout seul, c'est ce qui vient avec. Le terrain
et l'environnement en micro. Les maladies infectieuses ou génétiques, vous avez parlé, la tuberculose, l'herpès, la grippe, le sida, la maladie de l'école, tout ça sont des maladies dans lesquelles il y a une spécificité de la maladie qui s'exprime. Si vous avez une mutation sur le gène de la protéine de surface des lymphocytes, eh bien, le virus ne peut plus rentrer et vous n'êtes pas affecté par le virus du sida. Donc, la génétique est un élément majeur de défense contre les infections microbiennes qui a probablement été trié par les temps. La contagion, actuellement, plus ça va, plus on se rend compte que les notions de contagion qu'on avait viennent beaucoup du 19e siècle, et elles sont fausses, malheureusement. En particulier, il y a un travail qui a été très brutal, très impressionnant sur le SARS. Tout le monde, les infections respiratoires, tout le monde considère qu'il y a un mécanisme d'infection respiratoire qui est dû, tout ça comme ça, les gouttelettes de flux, la distance, etc. Mais on a un vrai problème, c'est qu'une des maladies qui a été le plus étudiée théoriquement, c'est-à-dire le SARS, on ne comprend rien à la contagion du SARS, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à Hong Kong, ça a été incroyablement contagieux. Ensuite, il y a eu un seul moment où ça a été contagieux, c'est à Toronto, en dehors du monde, et ça s'est arrêté, personne ne sait. Tout le monde fait comme la mouche du coche, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous, on ne sait pas du tout. Personne ne sait comment ça s'est arrêté. Non seulement on ne sait pas comment ça s'est arrêté, mais il y a un papier qui est sorti l'année dernière dans CLD, où les gens ont étudié très précisément par rapport à l'hôtel de base de Hong Kong où les gens, d'où est partie l'épidémie, ils ont regardé, il y a des gens qui, sans le moindre contact, habitaient à plus de 100 mètres, ne se sont jamais rapprochés de moins de 100 mètres de l'hôtel, et qui ont été affectés. Comment ils ont été affectés? Je ne sais pas. C'est-à-dire que la contagion de la maladie la plus récente, la plus étudiée, on n'y comprend rien. Pourquoi le MERS corona en Corée a été contagieux alors qu'il n'est pas dans la plupart des endroits, et que le nombre de transmissions de est extrêmement faible, quelque chose qui est incompréhensible. Donc la contagion, on a vraiment des éléments de réflexion à avoir qui emmènent à ne pas comprendre du tout comment les choses se passent. C'est pareil sur le nosocomial, on comprend mal comment ça se passe, et c'est pareil sur H1N1, où l'épidémie de H1N1 a déjoué toutes les prévisions. Pourquoi est-ce que la maladie a cessé de se développer, d'être contagieuse au moment où le froid est arrivé en France? C'est quelque chose qui est tellement pas qu'en France, en Autriche, en Angleterre, ça s'est arrêté. La différence dans tous les zones. Pourquoi est-ce que cette maladie est contagieuse? Pourquoi est-ce que l'émergence d'un clone nouveau pour le virus de la grippe, c'est contagieux pendant l'été et l'automne, et ça s'arrête en hiver, où c'est moins contagieux en hiver? C'est un mystère qui fait que la contagion des virus respiratoires, c'était pas ce qu'on vous a dit, c'est contagieux parce qu'il fait froid, parce que le virus résiste mieux à l'extérieur, qui sont des explications qui n'expliquent pas ce qui se passe. Une des vraies évolutions majeures que vous pouvez ici, avec un peu d'avance par rapport aux autres, c'est que l'idée du diagnostic ad hoc est une idée qui est dépassée. En réalité, l'explosion de la connaissance du répertoire microbien, donc on connaît 10 fois plus de microbes qui affectent les humains maintenant que ce qu'on en connaissait il y a 20 ans. Donc ça veut dire que, et ça continue, entendu, ça ne s'arrête pas du tout, ça veut dire que la capacité des individus à connaître les microbes qui circulent actuellement, savoir d'où ils circulent est très faible. En réalité, personne ne le sait. Donc on va sortir du diagnostic par microbe à un diagnostic par syndrome. On va dire, voilà, écoutez, j'ai un patient qui a ça comme syndrome. Il vient de tel endroit, il a tel âge, voilà le terrain. Voilà les risques d'exposition. À partir de ça, tester tout ce qui peut être en rapport. Et donc le transfert de la décision est en train de se faire techniquement, mais se fera de plus en plus vers le laboratoire. Et c'est ce qui arrive maintenant, c'est-à-dire que vous avez des tests multiplexés qui sortent, qui font pour les pneumonies, qui font pour les diarrhées, dans lesquels on fait les bactéries, les virus, les parasites, les champignons, on fait tout ensemble. Donc on fait 37 gènes, 40 gènes, vous testez tout à la fois, et puis vous sortez ce qui sort, qui est indiqué par le syndrome que présente le patient. Alors, ensuite, le problème, un des problèmes majeurs, c'est le problème des 3 grands tueurs, qui sont toujours le sida, la tuberculose et le paludisme. Alors, on n'est pas du tout au bout de nos peines. Pour la tuberculose, c'est très intéressant, c'est les domaines qui ont reçu le plus de financement de ces 15 dernières années. C'est un financement absolument massif, en particulier pour la recherche d'un vaccin. Et il y en a pas. Et donc tous les vaccins, vous verrez, quand vous prendrez du temps, que tous les
tous les ans, vous aurez au moins 2 papiers dans Nature ou dans Science qui disent qu'ils ont trouvé un vaccin contre ces 2 trucs. Et puis ensuite, vous aurez un papier dans New England ou dans Lancet qui dira qu'il y a des résultats préliminaires intéressants, qu'il y en a 30% de moins. Ça va faire un nom à l'industriel qui a sponsorisé l'étude. Et puis 2 ans après, on dira, mais non, finalement, ça marche pas. Quand on aura généralisé les trucs. C'est comme ça, et une des raisons majeures, c'est que ce sont des maladies qui ne sont pas ou très très peu immunisantes, et que faire des vaccins dans des maladies qui ne sont pas naturellement immunisantes, c'est compliqué. Donc c'est la raison pour laquelle, pour la tuberculose, c'est incroyable. On fait toujours le BCG qui a plus de 100 ans, ok, le truc est fait en sous-cultivant sur des pommes de terre le BK pour pouvoir avoir un BK atténué. Alors c'est toujours ça le vaccin. Donc ça veut dire que toute la science, il y a des gens qui sont venus, les gloires internationales, qui ont, je sais pas, 10, 20 papiers dans Nature et Science et qui ont travaillé sur la réponse immune de Lachatou, tout ça, c'est rien. Voilà, c'est pas vrai. Alors ça veut dire qu'il manque une case, il manque un truc, c'est que comment prendre les gens humains à quelque chose quand la maladie naturelle n'est pas immunisante. Donc jusqu'à présent, d'imiter ce qui se passait, c'est très facile. Imiter la rougeole, imiter l'hépatite A, imiter la rubéole, c'est facile, c'est immunisant. Les gens sont infectés, et dans le cas, il y a des exceptions, parce que là aussi, il y a du terrain, il y a des cofacteurs, etc. Mais la plupart du temps, les gens sont immunisés, et après, ils font qu'une fois la maladie. Donc à chaque fois qu'on fait qu'une fois la maladie, on sait faire le vaccin. La maladie et qu'on guérit. Les gens guérissent, ils meurent ou guérissent, mais après, il y en a qui guérissent, et donc, on ne sait pas. Quand on ne sait pas immuniser les gens, les infections chroniques, quand toutes les infections sont chroniques comme ça, ou que les gens se réinfectent, en réalité, notre capacité à faire des vaccins est extraordinairement faible. Quand vous voyez que les Comoriens, ici, les Maliens, qui ont fait 10, 20 épisodes de paludisme, qui sont humains quand ils ont 20 ans, viennent ici, ils restent 5 ans, qui repartent là-bas, qui refont un paludisme, vous comprenez que l'immunisation pour le paludisme, ça ne va pas être facile. Parce que quand vous avez fait 10 infections naturelles, et que 3 ans après, vous êtes comme si vous n'avez jamais été immunisé, avant de trouver un vaccin pour ça, il faudra être fort. Donc c'est compliqué. Et les propositions de vaccins actuelles, c'est de balancer des tonnes de gamétocytes en intraveineux pour voir si on arrive à immuniser. Sûrement, on arrivera à faire un petit quelque chose. Après, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on peut faire vraiment ça? Et pareil sur le sida. Je pense que le sida, tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, il y a des gens qui arrivent à maintenir un contrôle relatif tant qu'il n'y a pas d'autres facteurs, mais la maladie n'est pas immunisante dans l'immunité, dans le sens de l'immunité auquel on pense. Il y a d'autres mécanismes immunitaires pour les virus qui sont l'intégration des séquences qui permet d'inhiber l'implantation d'un nouveau virus. C'est ce que nous on est en train de regarder. C'est ce qui s'est passé probablement la plupart du temps dans l'histoire de l'humanité dans la lutte contre les virus. Mais en tout cas, ce n'est pas un vaccin traditionnel qui marche. Les épidémies éclosent de manière très intéressante. Si on fait le point sur toutes les épidémies qui ont fait le buzz depuis 20 ans, tout ensemble, ça fait 5000 morts. Tout ensemble, à la surface de la Terre. On était rajouté Ebola, MERS corona, SARS, maladie de la H5N1, H7N9, tout ça ensemble, 5000 morts. Bon point. Et à côté de ça, bon, bien sûr, les Big Three qui ont continué à décimer, et puis il y a eu des vraies épidémies, des vraies pandémies, et qui passent inaperçues pour une raison, c'est que quand on a une maladie endémique, on n'arrive pas à percevoir le danger d'une maladie épidémique au milieu d'une maladie endémique. Par exemple, pour Escherichia coli, en France ou en Angleterre, eh bien, on a une période pendant laquelle 25% de toutes les infections étaient dues à un clone unique. C'est une pandémie monstrueuse. Vous mettez ça en France, on estime qu'il y a au moins 1500 morts par septicémie à Escherichia coli. Vous mettez 25% par an. 25% de ça, qu'est-ce que ça fait tout de suite? Ça fait 400 morts par an. Donc vous mettez ça en 10 ans, les épidémies, rien qu'en 10 ans, les épidémies de Escherichia coli, ça a probablement tué plus que toutes les épidémies dont je parle. Et c'est pareil sur le staphylocoque. C'est pareil sur la typhoïde. La typhoïde, personne ne pensait que c'était une épidémie, la typhoïde. Reste ça dans les pays pauvres, pays d'hygiène. Il y a un travail qui vient d'être fait par le Sanger Center, qui a testé 4500, fait le génome complet, les mecs sont plus fous que moi, 4500 génomes de salmonelle typhi. 4500 génomes de salmonelle typhi, il y en a 65% qui sont les mêmes.
et qu'on ne pouvait pas détecter phénotypiquement parce qu'il y a des sensibles et des résistants. Mais c'est le même clone. Et donc il s'est répandu à partir de l'Asie, partout, y compris ça atteint maintenant l'Est de l'Afrique, dans les typhoïdes qui actuellement, il y a pas loin de 50% des typhoïdes du monde qui sont un clone de l'épidémie, qui a tué, lui, alors, dizaines de milliers de personnes. Et c'est passé complètement inaperçu. D'accord. Pareil sur la tuberculose avec Pékin, dont je vous parle souvent maintenant, on a entre 10 et 15% des tuberculoses du monde qui sont dues à un clone unique qui est apparu il y a une trentaine d'années, qui est Pékin. Qui est plus contagieux, qui est plus commun, qui s'impose partout, alors que les autres clones sont des clones endémiques qui ont une répartition géographique, on appelle des géotypes. Ils sont dans une zone géographique, ils ne sont pas pandémiques. Donc il va nous falloir apprendre à discerner dans ces maladies qui sont fréquentes ce qui est endémique, qui est un fond endémique, et ce qui est des poussées épidémiques liées à un clone extraordinaire, qui diffuse d'une manière extraordinaire et qui lui tue. Là, si vous vous tenez compte du nombre de morts que ça a fait, ça, ces clones épidémiques, alors là, on dépasse les millions de morts, et on n'est pas dans la même échelle. Mais ça ne résonne pas, ça, je ne sais pas pourquoi, simplement les gens ne le voient pas, ou les gens qui travaillent dessus sont moins influents, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il y a quelque chose. Écosystème et risques, eh bien, les écosystèmes, bien entendu, les maladies infectieuses sont les maladies d'écosystèmes, écosystèmes internes, et puis les écosystèmes externes. Alors, ce qui change le plus dans nos écosystèmes, c'est que globalement, les humains sont associés à une très grande baisse de la biodiversité, donc il n'y a pas du tout plus de bactéries ou de virus, il y en a moins en moins. C'est comme ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas évolue sur exactement le même rythme que ce que vous voyez. Donc si vous mesurez le nombre de la biodiversité des virus dans une île déserte, une île habitée, l'île déserte on a plus que l'île habitée. Nous on a fait ça dans des oueds du Sahara, des oueds qui sont fréquentés au moins de biodiversité que les oueds qui ne sont pas fréquentés. C'est l'homme qui est comme ça. Et vous le voyez à l'œil nu, vous voyez que plus c'est urbanisé, moins il y a de biodiversité, et plus c'est sauvage, plus il y a de biodiversité. Le maximum de la biodiversité est dans la zone intertropicale. Mais du coup, il quand même, on change notre écosystème, et donc beaucoup de nos maladies se développent d'abord chez les animaux, sont des zoonoses, et donc qui peuvent nous donner des maladies. Et bien entendu, nous, on a remplacé la plupart des animaux sauvages avec lesquels on a assez peu de contact par des animaux d'élevage. Et donc les animaux d'élevage sont une source absolument considérable de ces nouvelles épidémies, et en particulier la volaille, et en particulier les cochons. Et donc la volaille est à l'origine des épidémies de Escherichia coli. Grande partie des épidémies maintenant, ce qu'on est en train de découvrir là, qu'on n'avait pas vu, mais qu'on a détecté, parce qu'on a détecté des épisodes d'épidémies qui sont endémiques avec des entérocoques, avec Enterococcus faecalis, dont on le retrouve aussi sur toutes les poules qui sont vendues. En réalité, on trouve dans Enterococcus faecalis. Donc la source de l'épidémie d'infection urinaire à Escherichia coli ou Enterococcus faecalis, c'est une épizootie chez nous. Le staphylocoque doré, ça a été découvert au moment de l'explosion des staphylocoques dorés métier-résistants dans le nord de l'Europe. On s'est rendu compte que la source, c'était les porcs. Jusqu'à présent, on pensait que c'était des microbes humains, les staphylocoques dorés. On n'avait pas imaginé que c'était des zoonoses. Donc, il y a une pandémie chez les animaux qui fait que nous avons des zoonoses, mais des zoonoses qui sont devenues extrêmement fréquentes. Les zoonoses, c'est des maladies qui ne sont pas de transmission interhumaine. Donc il y a quelques cas de transmission humaine, mais il y a une énorme source. On sait maintenant que, pareil, les acinetobactères, c'est une zoonose. L'hépatite E aussi, c'est une zoonose des porcs. Il y a un facteur de risque, je ne sais pas, les gens ont peur de MERS corona, mais enfin, il meurt plus de gens en France avec l'hépatite E après la consommation de filatémie qu'il ne meurt de gens qui ont eu le MERS corona ou H1N1 ou H5N1. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Il y a plusieurs centaines de cas, il y a plusieurs morts par an d'hépatite E, et la moitié des hépatites E en France est due à la consommation de foie de porc mal cuit. Et c'est d'ailleurs, ça apprend beaucoup sur l'agroalimentaire, parce qu'on a pu mettre en évidence que parmi les foies qui servent à faire du filatélie, il y a des foies qui sont directement importés de Chine et qui ne portent des génotypes que chinois, donc, et qui font des hépatites E chinoises ici, grâce au porc. L'avenir des traitements, là aussi, je ne suis pas très sensible aux angoisses sur la disparition des antibiotiques. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a changé complètement de modèle économique. On est passé d'un modèle qui était basé pour toute la pharmacopée en général. Toute la chimie du XXe siècle était une chimie extrêmement innovante, dans laquelle la qualité des médicaments n'arrêtait pas, l'argent n'arrêtait pas de progresser. Mais en réalité, il y a une limite à l'innovation, là comme ailleurs. C'est-à-dire qu'on a atteint un plateau actuellement qui fait que la capacité de découvrir
des molécules qui auront un très large spectre, qui donc seront rentables pour nos problèmes actuels, est infime parce que d'abord la source de ces antibiotiques est naturelle, c'est la production naturelle, on a déjà testé beaucoup de choses, et deuxièmement, les besoins qu'on a sont des besoins infimes. Donc on ne pourra pas développer des produits dont le coût de développement est de plusieurs centaines de millions de dollars, 1 milliard de dollars, pour traiter 3 infections par an dans une ville comme Marseille. C'est pas rentable, ça ne marchera pas. Donc on a un vrai problème à côté de ça, c'est que comme les médicaments anciens ne sont pas rentables parce qu'ils sont génériqués, ils sont abandonnés. Il y a eu un travail très intéressant qui a été fait récemment sur les 33 molécules à activité antibiotique différentes, avec des spectres différents, et les gens regardaient ce qui était disponible en fonction des pays. La France est plutôt bien placée, en particulier parce qu'il y a des gens qui génériquaient ces traitements. Elle a à peu près les 2 tiers des molécules. Après, il y a les États-Unis, mais par exemple, en Suisse, il n'y a qu'1 tiers de ces molécules qui sont disponibles. Donc vous n'avez plus des molécules qui sont parfaitement actives, mais qui ne sont plus commercialisées ou qui ne sont pas testées parce que les États ont pris l'habitude de l'innovation. L'innovation, c'est l'industrie qui l'a fait, c'est l'industrie qui la teste, c'est l'industrie qui paye et qui se paye ensuite sur la commercialisation. Donc plus personne ne paye les tests. Mais si vous regardez, nous avec Michel on a regardé ça, mais par exemple les BK XDR, c'est-à-dire dits résistants à tout, pour lesquels il faut avoir un BK pour les tester tout, un jour on dit avec cet idiot, on va regarder l'antibiotique qui marche sur la lèpre, qui est quand même le cousin germain de truc, et ils marchent tous sur le BK. Donc c'est pas vrai, il n'y avait pas de BK XDR. C'est que personne ne testait les antiviraux sur le BK, sinon vous les traitez avec ça, ça marcherait. C'est simplement de l'ignorance et le refus d'utiliser les médicaments anciens parce que personne ne paye pour. Alors nous, c'était rigolo parce qu'on faisait ça, on a traité un des malades de Philippe avec ça. Donc du Lamprène et de la minocycline, ces produits ne coûtent rien. Et en même temps, il est sorti 3 papiers majeurs dans le New England qui ont dû chacun coûter $1 milliard avec le traitement, l'essai de nouvelles quinolones dans les cas, et aucun d'eux ne marchait. Et c'était des produits nouveaux payés par l'industrie qui coûtaient un prix absolument phénoménal. Et en même temps, des vieux médicaments dont on pouvait penser assez facilement qu'ils allaient marcher, d'ailleurs, étaient parfaitement efficaces et ils coûtent rien. Donc il y a un vrai problème avec le changement de modèle entre l'innovation versus le patrimoine. Donc on a un patrimoine de molécules et ce n'est pas la peine de les changer quand elles marchent. D'autant que si on ne les utilise pas pendant un certain temps, on voit disparaître la résistance, on peut les réutiliser, ce qui est le cas de la minocycline. Donc nous, on est pour la réémergence. Je crois qu'on a été les premiers à vraiment réutiliser la polymycine de manière systématique dans l'infection à pio, en particulier chronique. Nous, on est pour la réémergence de la minocycline, de l'emprène, dans le traitement des infections qui sont des molécules qui ont 50 ans, mais simplement qui ne sont plus utilisées, qui ne sont pas connues. Donc c'est très important pour vos générations de connaître les anciennes molécules, parce que quand vous serez désarmés, c'est celles-là qu'il faut les chercher. Par ailleurs, comment les modifications de flore, on commence ici, c'est qu'on a fait pas mal de travaux avec Jean-Christophe sur les greffes fécales, pour les colites à Clostridium difficile, pour décontaminer les gens qui ont des bactéries multirésistantes. Est-ce que demain, on va faire des greffes de microbiote respiratoire pour le traitement des infections respiratoires? Une vraie question. Pour éviter les infections respiratoires, est-ce qu'il faut regarder quelle est la qualité du microbiote respiratoire? C'est une vraie question. Ensuite, comment on transforme ça en un produit? Pour l'instant, on fait de la merde aux gens. Enfin, c'est une solution qui n'est pas durable. Pour que ça devienne un médicament, il faudra qu'on trouve ce qu'il y a dedans, qu'on le lyophilisme et qu'on le fasse manger d'une manière. Parce que c'est un peu difficile d'annoncer aux gens ce qu'on va leur faire faire. Quand même, c'est très drôle. On déguise ça, on dit c'est microbiote intestinal, enfin, après, au bout d'un moment, il réalise qu'on fait manger de la merde en pratique. Donc, c'est quand même, alors même si on s'est assuré qu'elle était aussi bien que possible, en fait, quand même, il faudra bien que ça évolue vers quelque chose qui ressemble un peu plus à un médicament que de dire, écoutez, puisque vous avez ça, c'est quand même, ça va nous faire les mains. Le vaccin modernisé, si on ne modernise pas l'approche vaccinale, on est en train de courir à un échec qui est programmé. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus dire, écoutez, voilà, je sais ce qui est bon pour vous, vous le prenez, c'est comme ça. En plus, vous le prenez si ça ne coûte pas trop cher à la société. Il y a une irrationalité dans la gestion institutionnelle du vaccin qui fait que plus personne n'y comprend rien. Et donc, les gens ne croient pas. Parce qu'ils comprennent bien quelque chose qui ne va pas du tout. Je prends comme exemple, moi je pose souvent la question, je ne sais pas si je vous l'ai déjà posé, je vous pose la question, est-ce que vous êtes pour ou contre les vaccins? Est-ce que quelqu'un est contre les vaccins? Qui est pour les vaccins? Il y a quand même 7 ils ont été vaccinés. Ils ont été vaccinés.
faut pas, enfin, c'est idiot de ne pas être contre le vaccin, c'est une question à con, il ne faut pas répondre aux questions idiotes. Il faut dire, attendez, vous parlez duquel, vous parlez pour qui, vous parlez pourquoi. Ça dit. L'hépatite A, c'est un vaccin qui est intéressant. Pour qui? Les gens qui vont en pays endémique, les homosexuels. Ils sont à très haut risque de transmission. Donc, il faut dire, oui, eux, il faut le faire. Les gens qui n'ont pas d'anticorps et qui ont un facteur de risque important, il faut le faire. On ne va pas faire l'hépatite A à tout le monde, c'est idiot. D'accord. Donc tout ça, ça nécessite un peu d'intelligence, ce qui est bien sûr la chose la plus rare, c'est compliqué. En particulier en santé publique, c'est une denrée qui est encore plus rare que dans les autres denrées. Donc c'est vraiment compliqué. Mais je vous donne un autre exemple, la vaccination HPV, c'est extraordinaire, madame, notre ministre de la Santé, Mme Bachelot, avait décidé qu'on ferait ça seulement aux femmes vierges. J'imaginais beaucoup de voir dans la pharmacie, comme dans le film de Monty Python, demander à la mère du prophète, Are you virgin? I'm a virgin, donc on lui donne le truc. Donc je crois que c'était pas raisonnable, d'autant qu'il y a au moins 4 virus cancéreux, et c'est pas sûr qu'à la première fois elle va attraper 4, donc c'est pas raisonnable. Ensuite de ça, pourquoi les filles, maintenant on sait que 70% des cancers de la gorge sont liés à HPV, pour des raisons qui sont d'ailleurs, on s'est rendu compte à l'occasion que le cancer de la gorge était une maladie sexuellement transmise, ce qui était quelque chose qui n'allait pas de soi. Alors qu'on pensait bien que le col de l'utérus était depuis longtemps. Le cancer de la gorge, après si je vous l'explique, vous comprenez comment ça marche, mais enfin, globalement, on ne le savait pas. Maintenant, on sait que c'est ça. Le cancer de l'anus, bien sûr, là aussi, on peut comprendre comment ça marche. Et donc, ça veut dire que les hommes sont aussi concernés que les femmes. Donc, l'idée qu'on va faire ça aux femmes vierges, et en plus de ça, l'idée que quelqu'un qui a la responsabilité de la santé publique dise dans une maladie sexuellement transmise, on va vacciner qu'un des partenaires, si vous voulez, c'est un défi à entendre. Et du coup, ce défi à entendre est tel que, même chez les femmes actuellement, je crois qu'on est à 14% des jeunes femmes ont reçu un vaccin qui est ce que tout le monde réclame. Est-ce que vous avez un vaccin contre le cancer? Vous avez un vaccin contre 3 cancers? Moi, je sais pas. C'est vraiment un truc. C'est pas raisonnable. Mais à côté de ça, il y a des gens qui continuent à se poser des questions au maintien de vaccins qui ne servent plus à rien. On sait qu'ils ne servent à rien. Si un jour ils se resservent à quelque chose, on les ressortira, mais on sait que le BCG en France ne sert à rien. C'est un truc qui aurait dû être abandonné depuis maintenant. C'est une bêtise. C'est pas vrai, c'est un mauvais vaccin, ça marche mal. La population à qui ça s'adresse est très très faible. C'est pas vrai que c'est un bon vaccin. Et donc, au bout d'un moment, les gens se rendent bien compte qu'on raconte des bobards, que c'est pas géré, et donc, comme vous faites des injections assez petites, à chaque fois qu'il y a un accident qui suit une injection, pouf, c'est toujours la faute de l'injection. Qu'est-ce qui s'est passé que vous retenez quand vous avez un truc que vous ne comprenez pas, en particulier les accidents neurologiques? Vous retenez que, qu'est-ce que vous avez fait? Soit les piqûres de tic, on est très sollicité aussi, soit les piqûres de vaccins. Voilà, c'est les deux grands trucs. Quand on ne comprend pas ce que c'est, c'est piqûres de vaccin ou piqûres de tic. Nutrition, cancer et microbes, ça c'est un champ nouveau d'extension qui est intéressant parce que l'OMS et tout le monde classifie les maladies maintenant en maladies infectieuses et maladies non infectieuses, ce qui est une grosse bêtise. Parce que beaucoup de maladies qui sont dites non infectieuses en réalité ont comme origine un agent infectieux. C'est le cas de beaucoup de cancers. Peut-être en Afrique, 30% des cancers ont une origine infectieuse. Et puis ça continue, les lymphomes. On fait une carte de plus en plus complète. Il est vraisemblable que les bactéries jouent un rôle dans un des cancers les plus fréquents, qui est le cancer du côlon, par transfert de gènes. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable. On sait maintenant que dans l'obésité et la malnutrition, l'équilibre du microbiote joue un rôle. L'ampleur de ce rôle, bien entendu, c'est pas seul dans ce rôle. Il y a des facteurs génétiques, environnementaux, nutritionnels, mais c'est un des facteurs. Et puis, dans le traitement du mélanome, ça c'est une chose tout à fait extraordinaire à faire, je me suis trouvé mêlé sans faire exprès, c'est que la réponse aux anticorps monoclonaux qui ont entraîné la révolution du traitement du mélanome dépend du microbiote. Et donc, en fonction de votre microbiote, vous êtes un bon répondeur ou un mauvais répondeur, et ont été identifiées au moins 3 ou 4 bactéries intestinales qui permettent aux anticorps monoclonaux d'être efficaces. Donc c'est complexe, mais on a tout le modèle pour montrer ça, et donc dans 30% des cas, ces anticorps monoclonaux ne fonctionnent pas dans le traitement du mélanome, et on suspecte que c'est lié au fait qu'ils n'ont pas le bon microbiote, et peut-être que là aussi on fera la greffe un jour pour les gens qui ne seront pas répondeurs, ou les gens qui n'auront pas les microbes qui permettent à ces anticorps monoclonaux, vous voyez que les maladies infectieuses vous amèneront au-delà de ce que vous voyez jusqu'à maintenant. Voilà.